Comment expliquer le commerce entre pays comparables? Les échanges internationaux actuels ont deux caractéristiques. Ce sont des échanges intra-zones et intra-branches. Ils ne correspondent donc pas à la vision des échanges internationaux des analyses classiques. En effet, d'après ces analyses, les pays qui échangent sont des pays complémentaires. Ils sont spécialisés sur des productions différentes, car ils ont des dotations factorielles et technologiques différentes. Les échanges sont alors interzones, entre des zones géographiques différentes, et interbranches dans le cadre de la DIT traditionnelle. Les pays du Nord vont fabriquer et exporter des produits manufacturés de haute technologie, alors que les pays du Sud vont exporter des matières premières ou des produits manufacturés banalisés. Or, aujourd'hui, les échanges internationaux actuels sont relativement différents. D'abord, les pays qui échangent sont similaires. Ils sont similaires en termes de niveau de développement et de structure de la demande. Les échanges sont plutôt intrazones, entre pays ayant des caractéristiques proches, et ils sont intrabranches. En effet, depuis les années 50, les échanges intrabranches se développent. Ainsi, les échanges intrabranches sont des échanges de similarité entre pays au niveau de développement similaire. Ce commerce intrabranche est donc un commerce qui se fait à l'intérieur de la branche. Cependant, les produits se distinguent par leur utilisation, leur niveau de technologie, leur marque ou bien leur qualité. On distingue alors trois formes de commerce intrabranche. Un commerce horizontal de produits similaires. Les biens sont de même qualité et de même ordre de prix. Un commerce vertical de produits différenciés. Les produits se différencient par leur qualité et par leur prix. Et enfin, une spécialisation verticale de la production. Les échanges sont opérés à différents stades de la production. Comment expliquer le développement de ce type d'échange? D'abord, les analyses de la demande vont expliquer le développement du commerce intrazone et intrabranche. La première analyse de la demande est celle de Linder avec l'analyse de la demande représentative. Linder part d'un constat. Le commerce se développe entre des pays qui n'ont pas de différence significative dans leur dotation factorielle. Cependant, il ne rejette pas la notion d'avantage comparatif. Mais, selon lui, les avantages comparatifs ont une autre origine. Ils proviennent de l'importance de la demande interne du produit exporté. En effet, quand la demande d'un produit est forte dans un pays, il y a une incitation forte à la production du bien et à l'innovation. Ainsi, la production augmente, et donc s'opèrent des économies d'échelle. Le coût moyen diminue, il y a donc une baisse des coûts de production, et donc une baisse des prix. Ainsi, dans un premier temps, l'entreprise va lancer le nouveau produit sur le marché intérieur. Il va avoir un avantage comparatif dû aux économies d'échelle. Et donc, il va pouvoir exporter ce bien. Mais il ne peut l'exporter que vers des pays susceptibles de le consommer, c'est-à-dire des pays qui ont des niveaux de salaire comparables et qui ont des facteurs de production similaires. Autre analyse de la demande, celle de la demande de différence de la surerie du chêne. Celui-ci fait une synthèse des logiques de similarité et de disparité. En effet, si tout est semblable, il est inutile d'en changer. Il y a donc nécessité d'une différence. Les produits ne vont pas être rigoureusement identiques. Il y a d'abord une différenciation verticale. La qualité du produit et l'image de marque sont différentes. Mais aussi une différenciation horizontale. Ici, c'est la différence des caractéristiques d'un produit à qualité identique. L'emballage, la couleur, la proximité. Ainsi, un bien exportable dans un pays va être banalisé. Mais en même temps, il va y avoir une demande d'importation d'un bien différencié. En effet, les consommateurs veulent se différencier les uns des autres. C'est la logique d'exotisme. Et donc, cela explique les échanges entre pays de niveau de vie élevé. Les analyses de l'offre vont aussi expliquer le développement du commerce intrabranche. C'est la fragmentation de la chaîne de valeur. En effet, on va avoir ici un commerce intrafirme, puisque le commerce intrabranche ne concerne pas seulement les échanges internationaux de biens finaux, comme des biens de consommation et des biens d'équipement. C'est aussi un échange de biens intermédiaires, c'est-à-dire de produits semi-finis. Il y a donc un commerce intrafirme, c'est-à-dire un commerce entre des entreprises qui appartiennent à un même groupe, mais qui sont localisées dans des pays différents. En effet, l'objectif des firmes transnationales est de maximiser la chaîne de valeur.
La chaîne de valeur est l'ensemble des activités requises pour amener un produit, depuis sa conception et son design, jusqu'au consommateur final, en passant par la production de ses composants, sa fabrication, son marketing et sa distribution. Là, les firmes transnationales réussissent à maximiser la chaîne de valeur en fragmentant cette chaîne de valeur. En effet, elles vont séparer les processus de production des biens et services entre plusieurs lieux de production, en particulier entre plusieurs pays. Ainsi, les composants des produits sont fabriqués de manière géographiquement dispersée par les entreprises, pour ensuite être assemblés dans un dernier pays. Ainsi, ces FTN vont implanter leurs filiales dans les pays en fonction de la capacité de chaque pays à effectuer la pièce ou le sous-ensemble qui lui a été confié. Il y a donc une recherche de la plus grande compétitivité. Ainsi, les entreprises et les pays se spécialisent seulement dans une partie du processus de fabrication. Ils ne produisent plus l'intégralité du bien.